des castors. Vous vous souvenez, au début de la saison, c'était des conflits dans le sport en général, que ce soit au hockey, au baseball, au basketball et au football. Et l'année 95 se termine avec des conflits personnels, en particulier chez le Canadien. Au cours des 60 prochaines minutes, nous allons faire un survol, et je dis bien un survol, des événements majeurs. C'est impossible d'y aller en profondeur. De toute façon, chaque sport aura son propre résumé. Alors, on débute l'année 95 avec le sport en crise, les conflits, et on écoute. L'année 1995 s'annonçait sombre pour les amateurs de sport professionnels. À l'aube du nouvel an, ni le baseball majeur et la Ligue nationale n'avaient trouvé encore de solution pour leurs problèmes. Le temps commence à enfiler, joueurs et propriétaires de la Ligue nationale y vont d'un ultime effort de négociation dans le but de mettre fin au lockout. Après un marathon de près de 24 heures, Gary Bettman et Bob Goodnow annoncent le 11 janvier qu'une entente de principe est intervenue entre les deux parties. Une entente qui ne contient pas de plafond salarial ou de taxe salariale, une demande si importante dans le clan patronal. I am thrilled, happy, relieved. You could probably take any emotion on the spectrum from high to low to tell you how I'm feeling, but you have to conclude it with thrilled that this is over and we can get it behind us. Après avoir étudié l'offre pendant 2 jours, l'association des joueurs accepte enfin l'entente le vendredi 13 janvier. La saison pourra finalement débuter. There's a healing process, there's things that need to be done, and I think both sides feel the urgency and the need of working together closely in the future. Le contrat est d'une durée de 6 ans et contient une clause de plafond salarial pour les recrues à 850 000 $. Pour les 3 premières années du contrat, les joueurs auront droit à une autonomie complète à 32 ans. Une saison de 48 matchs s'ouvre finalement le 20 janvier 1995. Les séries se terminent le 24 juin, soit la date la plus tardive de l'histoire. Bien que plus exigeants, les amateurs ne boudent pas leurs favoris en remplissant les arénas. Au baseball, on a eu droit à un règlement des plus étranges. 5 mois après l'annulation de la Série mondiale, les deux parties n'ont pas eu assez de l'hiver pour régler leurs différends. Voyant que les négociations avec l'association des joueurs s'en allaient vers un cul-de-sac, les propriétaires ouvrent le camp d'entraînement avec les joueurs de remplacement. Du côté des négos, c'est toujours le néant. 3 jours avant le début de la saison, les joueurs remportent leur demande d'injonction, soit d'empêcher les propriétaires d'utiliser des scabs pour amorcer la saison. Peur des poursuites légales que les joueurs pourraient intenter contre eux, les propriétaires hésitent de débuter la saison avec ces joueurs de remplacement. Finalement, quelques heures avant le début de la saison, joueurs et propriétaires s'entendent sur un point. Les vrais joueurs acceptent de revenir au jeu, selon la vieille convention collective d'avant la grève. La saison est sauvée. The clubs are delighted to announce we have accepted the union's unconditional offer to return to work. The players are back, the game is back, and we are very happy about that. Les amateurs ne gênent pas pourtant pour indiquer leur mécontentement. Malgré le retour au jeu de leurs favoris, les assistants sont à la baisse un peu partout. Les fans n'ont pas encore digéré l'affront de 1994. Outre les problèmes d'assistance, la saison 1995 s'est déroulée presque sans heurts, les joueurs n'ayant pas déclenché une autre grève. Mais aucune entente n'est encore signée pour 1996. Finalement, la NBA est passée à un cheveu du lockout, mais grâce à la volonté des deux parties, joueurs et proprios en sont venus à une entente cet été pour débuter la saison à jour. Le golf a une longueur d'avance. Normal, puisqu'on vous met toujours dans le coup. Le jour de Noël à 15h30, RDS vous invite à suivre une compétition des plus enlevantes. Les matchs préparatoires du championnat du monde de golf. Le hockey des Canadiens à RDS. Dans le rebelle et le but! L'endroit par excellence où vous pouvez suivre chaque coup de patin du bleu, blanc, rouge. Car à RDS, on vous en fait voir de toutes les couleurs.
De plus, en compagnie de Pierre Houde et de Pierre Bouchard, RDS vous fait vivre l'action comme personne d'autre. Le lendemain de Noël, RDS vous donne rendez-vous à 19h30 pour le match opposant le Canadien aux Capitals. Les situations d'urgence surviennent n'importe quand. Jesse, je les ai noyés dans la piscine de sa cour. J'ai pris une bouffée de nitro parce que mon cœur est faible. J'ai sauvé Jesse grâce à la RCR. Je ne veux pas être un héros, mais je veux que d'autres l'apprennent. La RCR sauve des vies. Celle de votre famille et de vos amis. Le pouvoir est entre vos mains. Tout le monde peut l'apprendre. Appelez la Fondation ACT. Le vestiaire du Canadien a déjà été beaucoup plus vivant. Il a surtout connu des soirées de réjouissance. Mais la saison 95 n'a pas été une saison de grand cru. Pour la première fois en 25 ans, le Canadien n'a pas fait les séries. Le début de saison a été pénible à un point tel qu'on a apporté des changements majeurs du jamais vu. Patrick est parti, Jocelyn est déjà en place. Luc Gilina va nous résumer, si c'est possible, la saison 95 du Canadien. Il s'en est passé des choses chez le Canadien en 1995. Quelle année mouvementée. Pour la première fois depuis le printemps de 1970, l'équipe n'a pu se tailler une place en séries éliminatoires, et ce, malgré les efforts de Serge Savard qui a tout tenté pour éviter ce drame national. Voyant que le tricolore se dirigeait vers une saison lamentable, le sénateur pose un premier geste d'éclat et transige avec les Flyers de Philadelphie le 9 février. Montréal fait l'acquisition de l'attaquant Mark Recchi et d'un choix de 4e ronde, cédant en retour Éric Desjardins, John Leclerc et Gilbert Dionne. Vedette établie dans le circuit, Recchi venait de maintenir une moyenne supérieure à 100 points par saison lors des 4 dernières années. Le malheur de Savard, c'est que Leclerc est sorti de sa coquille aux côtés de Lindros et de Renberg, terminant au 9e rang des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Voyant que cette transaction n'avait rien changé, que le Canadien était toujours en sérieuse difficulté, Savard réalise un autre coup fumant le 5 avril. Contre toute attente, Montréal met la main sur un des très bons joueurs du circuit, Pierre Turgeon. Les Islanders laissent aussi aller le défenseur Vladimir Malahov, de qui on disait beaucoup de bien à l'époque. En retour, le tricolore se départit de Kirk Muller, un attaquant vieillissant aux jambes déjà fatiguées, ainsi que du défenseur Matthew Schneider et de Craig Darby. Savard a de quoi se réjouir, mais il est déjà trop tard. Les hommes de Jacques Demers terminent la saison écourtée avec un dossier de 18 victoires, 23 défaites et 7 matchs nuls, pour un total de 43 points en 48 rencontres. Cette performance honteuse du tricolore est imputable à une tenue médiocre sur la route, le Canadien ne signant que 3 gains à l'étranger dans toute l'année. Même si la Sainte-Flanelle vient de rater les séries pour la première fois en 25 ans, l'été est relativement tranquille. Quelques joueurs font leur valise, comme Brian Fogarty, Ed Ronan et Ron Tugnut. Savard effectue 2 transactions qui réjouissent les amateurs. Il obtient Stéphane Quintal des Jets de Winnipeg pour une chanson et il se débarrasse de Brian Bellows contre un autre Québécois, Marc Bureau, qui lui évoluait avec le Lightning de Tampa Bay. Mais la nouvelle la plus encourageante pour les partisans du Canadien est l'arrivée du Finlandais Saku Koivu. Malgré toutes ces améliorations, le Canadien se fait royalement surclasser par ses rivaux lors des 4 premières parties du calendrier. Ronald Coré ne perd pas de temps et le 17 octobre, il limoge Serge Savard et André Boudria, alors que Jacques Demers est poliment muté dans un poste au 2e étage. À la surprise générale, le président du Canadien annonce 4 jours plus tard que Régent Houle est son nouvel homme de confiance au poste de directeur général. Ce dernier se présente à la conférence de presse, flanqué de son nouvel entraîneur-chef Mario Tremblay et du nouvel adjoint de ce dernier, Yvan Cournoyer. Tremblay impose sa loi dès le premier match et mène son équipe à la victoire contre les Maple Leafs. Après seulement 1 mois derrière le banc, le Bleuet avait déjà redonné ses lettres de noblesse aux Canadiens et tout le monde filait le parfait bonheur. Mais le samedi 2 décembre, le Canadien se fait massacrer 11-1 au Forum, le pire revers de toute l'histoire à Montréal. Patrick Roy perd la tête, il s'en prend à la foule qui l'applaudit après un arrêt de routine. Puis lorsque Tremblay le retire du match à 9-1, Roy n'accepte pas le regard méprisant de son entraîneur. Humilié et insulté, le gardien du Canadien s'adresse directement au président Ronald Coré, à qui il demande d'être échangé. Régent Houle expédie donc une des plus grandes vedettes de l'histoire de l'équipe au Colorado en compagnie du capitaine Mike Keane. En retour, le tricolore obtient un jeune gardien à l'avenir prometteur, Jocelyn Thibault, ainsi que 2 attaquants énigmatiques, Martin Ruchinski et Andrei Kovalenko. Même si ce vestiaire fut trop souvent silencieux, il vit toujours, et c'est pas le cas au Colisée de Québec. Les Nordiques ont dominé la saison 94-95, mais malheureusement, ils ont perdu en première ronde, et ils ont surtout perdu leurs supporters. Il n'y a plus de hockey à Québec, et c'est un deuil qui est très difficile à supporter. Diane Desfils nous relate les événements.
Les Nordiques de Québec amorcent leur dernière saison dans la Ligue nationale de hockey avec un nouvel état-major. Le tandem Pierre Lacroix-Mark Crawford connaît un succès instantané lors de cette saison écourtée de 48 parties. Plusieurs nouveaux visages au sein de l'édition 1995, aux Sylvain Lefebvre, Wendell Clark et Uwe Krupp, s'ajoute Peter Forsberg. Leur nouvel entraîneur, Mark Crawford, s'intègre rapidement à la communauté québécoise. Il progresse de façon étonnante en français. Il découvre la rivalité canadienne-nordique, se permettant même de se moquer de Jacques Demers. Comme d'habitude avec Jacques, il a fait beaucoup de prédictions durant une année. Il est le Jojo Savard des entraîneurs de Ligue nationale. Le club québécois termine au premier rang de la conférence atlantique et doit se mesurer en première ronde des séries aux champions de la Coupe Stanley, des très expérimentés Rangers de New York. En toile de fond, les rumeurs de vente. Le propriétaire Marcel Aubu crie sur tous les toits que les Nordiques seront vendus si le gouvernement ne bouge pas. Avant même que la proposition gouvernementale soit sur la table, Aubu a confié à des proches qu'il est trop tard. Les Bleus s'inclinent en 6 parties face aux Rangers. Encore une fois, le club québécois est mêlé à une controverse. L'arbitre Andy Van Elleman vole un but à Joe Sakic. La Ligue nationale avoue son erreur, mais la série est perdue. Comme en 1993, on parle d'une leçon qui sera profitable pour l'avenir. À peine quelques jours après l'élimination, Marcel Aubu annonce la vente des Nordiques aux géants américains Comsat Vidéo. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonnent le glas des Nordiques à Québec. Le propriétaire a-t-il vraiment tout tenté pour garder les Nordiques dans la capitale? Cette question est demeurée sans réponse. Les hommes politiques du Québec, les Jean-Paul Lallier et Jacques Parizeau, peuvent être pointés du doigt pour le départ du club. Ils n'ont pas fait leur devoir. Le déménagement de la franchise québécoise signifie la perte de plusieurs centaines d'emplois dans la capitale. En fait, à part le personnel hockey, peu de monde suit le club à Denver. Les 2 soigneurs et le physiothérapeute de l'équipe sont congédiés. Mince consolation pour les partisans, Peter Forsberg est élu la recrue de l'année et Mark Crawford est choisi l'entraîneur par excellence. Au cours de la saison estivale, Comsat Vidéo annonce que les défunts nordiques s'appelleront l'Avalanche du Colorado. Nouveau logo, nouvelle couleur, fini les fleurs de lys. La présence francophone n'est plus essentielle. La vague de changement emporte Stephen Finn et Claude Lapointe, échangés pour des choix au repêchage. Finn prend d'abord le chemin de Tampa Bay avant d'aboutir à Los Angeles. Claude Lapointe se retrouve avec les Flames de Calgary. Pierre Lacroix récupère l'enfant terrible des Devils, Claude Lemieux. Le gréviste Wendell Clark se retrouve sous d'autres cieux avec les Islanders de New York. Autre transaction majeure, Owen Nolan prend la route de San Jose en retour du défenseur offensif Sendis Ozolinsh. On croit qu'il est la pièce manquante du casse-tête. L'Avalanche joue vraiment à la hauteur des aspirations. À domicile, ils sont presque invincibles. En fait, ils poursuivent sur leur lancée de la saison dernière alors qu'ils avaient subi une seule défaite au Colisée. 1996 nous dira si les nouveaux résidents du Colorado passeront leurs examens, cette fois en séries éliminatoires, là où ils ont échoué en 93 et en 95. Tout avait pourtant bien débuté pour les Sénateurs qui ont tenu leur camp d'entraînement à Kenton, dans l'État de New York. En match pré-saison, les hommes de Rick Bowness présentent le meilleur dossier de leur histoire avec 4 victoires, 3 défaites et 1 match nul. L'arrivée de Steve Duchesne rapporte déjà des dividendes et Daniel Alfredson, quelle révélation que ce jeune Suédois. Déjà, Alexis Yashin lui avait fait savoir qu'il ne serait pas au camp à moins d'avoir un nouveau contrat en poche. Qu'à cela ne tienne, les Sénateurs impressionnent en début de campagne avec un dossier de 5 victoires et 3 défaites après 8 matchs. Le gardien Don Beaupré a même permis aux Sénateurs de battre coup sur coup les Rangers de New York et les Devils du New Jersey sur leurs patinoires respectives. Et jusque-là, Rick Bowness et Alain Vigneault ont le sourire, même si Yashin s'entraîne avec les 67 d'Ottawa et choisit de disputer quelques matchs avec l'équipe de l'Armée rouge. Mais les problèmes commencent. Dan Quinn est blessé, Alexandre Daigle ne récolte que 3 points après 20 matchs et est relégué au 4e trio. Les Sénateurs perdent 8 matchs de suite et le 20 novembre, Randy Sexton, voulant secouer ses troupes, congédie son équipe d'entraîneurs au lendemain d'une cuisante défaite de 6-0 à Buffalo. Sexton trouve le nouvel entraîneur-chef dans sa propre cour. Arrive Dave Allison, celui qui dirigeait les Sénateurs de l'île du Prince-Édouard. Son nouvel adjoint est Pierre Maguire, l'ancien patron des Whalers de Hartford.
En conférence de presse, Sexton dit qu'Allison sera la bougie d'allumage des sénateurs. Et que Dave a le talent pour donner notre équipe le leadership que nous devons avoir. Lors du premier match d'Allison derrière le banc, défaite de 3-1 face aux Jets de Winnipeg. L'étincelle ne se fait pas. Deuxième plus petite foule de l'histoire au centre municipal et le directeur général Randy Sexton est contesté. Après un bon début de saison et après avoir détenu temporairement le premier rang de la division Nord-Est pour la première fois de son histoire, Ottawa plonge à nouveau dans les bas-fonds et attend l'arrivée de son sauveur, Alexis Yashin. Mais pour l'instant, le sauveur pourrait s'appeler Pierre Gauthier, puisque les propriétaires ont décidé de lui confier le poste de directeur général après avoir montré la porte à Randy Sexton au début de décembre. Le 16 mars prochain, le Canadien inaugure le centre Molson. Mois de mars, c'est le printemps, on pense aux séries de la Coupe Stanley. Alors, je comprends qu'il faut avoir la foi pour penser à une Coupe Stanley dans le centre Molson en 96, mais on ne sait jamais. L'an dernier, on est obligé de se rendre à East Rutherford et non pas à Détroit pour voir le fameux bol de Lord Stanley. Le printemps dernier, les spécialistes s'attendaient à voir les Red Wings de Détroit parader avec la Coupe Stanley. Ils se sont fait fermer la trappe par Jacques Lemaire et ses Devils du New Jersey. C'est un autre ex-Canadien, Claude Lemieux, qui a été nommé le joueur le plus utile de la série. Et depuis le début de la saison, c'est un autre Lemieux, Mario celui-là, qui retient l'attention. De retour après une année sabbatique, il est en voie d'améliorer plusieurs records, même s'il ne joue pas à tous les matchs. Il est même devenu le 20e joueur de l'histoire de la Ligue à marquer 500 buts. Il n'y a qu'à RDS où l'on puisse sentir toute la magie entourant le patinage artistique. Parce qu'à RDS, on ne vous présente que des compétitions relevées avec des athlètes accomplis. Un spectacle haut en couleurs imbibé d'une sensualité qui vous touchera à coup sûr. En cette période de réjouissance, RDS vous fait cadeau du Festival des Fêtes le soir de Noël à 19h30. Qui remet au point d'appui, Brennan qui tire le but! Ouais! Sorti à 2 contre 1, et voilà le but! Oh! Quel exit! Allison et Murray s'en va seul au but, peut rejoindre le tir de but! Le Canada sera-t-il capable de remporter un 4e titre d'affilée? Canada-États-Unis, mardi 23h30. Le docteur m'a appelé un vendredi soir. J'ai reçu une lettre de la compagnie d'assurance. C'était pas un mot, c'était comme un cri. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Le monde s'écroulait. Je savais pas quelles étaient les chances que mon enfant soit infecté. 6 semaines plus tard, on découvrait qu'il était séropositif lui aussi. On a vu tellement de gens mourir. La recherche sur le sida, c'est important. Si on investit maintenant... C'est de plus en plus urgent. Espérons qu'on trouvera un remède. J'ai bon espoir pour notre fils. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes capables de donner à cette famille un espoir. Nous allons faire du progrès énorme pendant les prochaines années. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Ici Maureen Forrester, donnant généreusement à la recherche sur le sida. Composez 1-800-563-CURE. Contribuez dès maintenant pour un avenir meilleur. Yvan Cournoyer est maintenant en arrière du banc du Canadien. Mais durant la saison estivale, vous le savez, il était avec les Roadrunners. Les Roadrunners ont connu du succès, mais ils déménagent. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans la même ville. En effet, ils seront colocataires dans le nouveau forum. Luc Gélina nous résume la saison. La deuxième année d'existence des Roadrunners a été fort bouleversée. L'équipe a connu une saison exceptionnelle, s'inclinant en finale, mais cette campagne de rêve a été ternie par les difficultés financières et on a même craint pour l'avenir de cette franchise à Montréal. Son équipe croulant sous les dettes, le président Robert Sirois a été forcé de vendre ses parts et de démissionner de son poste. Les nouveaux propriétaires ont choisi Alan Labrosse pour mener la destinée des Roadrunners. Heureusement pour les amateurs, les problèmes administratifs n'ont pas déconcentré les joueurs. Pour amorcer cette deuxième saison au sein de la Ligue internationale de roller hockey, l'entraîneur-chef Yvan Cournoyer misait sur plusieurs nouveaux venus qui avaient passé l'hiver en Europe. Mené à l'offensive par Guy Rouleau, qui a amélioré les records d'équipe pour le plus grand nombre de buts, de passes et de points en une saison, les Montréalais ont cumulé le meilleur dossier de l'association Est. Mais Rouleau ne fut pas le seul à s'illustrer.
Martin Lacroix, Réal Godin et Carl Boudreau ont tous marqué plus de 20 buts et devant le filet, Corrado Mikalev et François Gravel ont formé le meilleur duo de toute la Ligue. Les succès de l'équipe se sont poursuivis en série. En première ronde, les Roadrunners ont liquidé les Cheetahs de Chicago en 2 matchs. Ce fut beaucoup plus difficile lors des séries suivantes face aux Bulldogs de Philadelphie et aux Vipers de Saint-Louis. Dans chacune de ces séries, les Roadrunners ont perdu le premier affrontement avant de gagner au Forum pour égaler les chances à 1-1. À chaque fois, les hommes d'Yvan Cournoyer ont ensuite enlevé les honneurs du mini-match pour remporter ces séries. La finale opposait donc les Roadrunners aux Rhinos de San Jose et le même scénario semblait vouloir se répéter. Montréal perd la première partie puis gagne la deuxième en prolongation devant plus de 11 000 spectateurs au Forum. Les Rhinos se sauvent cependant avec le trophée grâce à un gain de 1-0 dans le mini-match. Plusieurs points intéressants seront à surveiller. La Ligue réussira-t-elle à améliorer son image pour la survie de ce sport? Les Roadrunners attireront-ils suffisamment de spectateurs dans le nouveau centre Molson? Et qui remplacera Yvan Cournoyer derrière le banc? À Laval, on est habitué à du hockey junior de très grande qualité. Si la saison 94-95 poursuit la tradition, la saison 95-96 semble faire exception. C'est Hull qui s'est mis en évidence et encore cette année, ils sont à surveiller, tout comme les prédateurs de Granby. Une chose qui ne change pas par contre au hockey junior, c'est la valse des instructeurs et l'expansion. Stéphane Leroux nous parle de toute l'année. Le plus beau moment de la fin de la saison 94-95 dans la Ligue junior majeure du Québec est sans doute survenu à Val-d'Or le 13 janvier. Contre toute attente, David-Alexandre Beauregard, qui avait perdu l'usage d'un œil lors d'un match 3 mois plus tôt, effectuait un retour au jeu dans l'uniforme du Laser de Saint-Hyacinthe et se permettait même le luxe d'inscrire un but dès ce premier match. Dans la plupart des amphithéâtres du circuit, les foules se sont faites nombreuses, sauf peut-être à Saint-Jean, où l'équipe, malgré une des meilleures saisons de son histoire, a été vendue à la fin de la saison à un groupe d'hommes d'affaires de Rimouski. Sur la glace, le gardien recru Martin Biron des Harpans de Beauport a inscrit une nouvelle marque au hockey junior canadien avec une moyenne de buts alloués de 2,48. Il justifiait ainsi tous les espoirs mis en lui quand les Harpans avaient fait leur premier choix. Les séries éliminatoires ont donné lieu à un spectacle de qualité. Ce sont finalement les Olympiques de Hull qui ont eu raison du titan du Collège français de Laval pour mettre la main sur la Coupe du Président. Les Olympiques, menés par leur capitaine Sébastien Bordelot et leur gardien de but José Théodore, ont eu raison de la grosse machine lavalloise, pourtant considérée comme favorite. Cette défaite du Titan a signifié la fin du règne des frères Régis, Jean-Claude, Carole, Jocelyn et Pierre Morissette. Propriétaires du club lavallois depuis le milieu des années 80, ils ont vendu l'équipe à leur frère Léo Guy qui venait de se départir des Lynx de Saint-Jean quelques semaines auparavant. Outre la venue de l'Océanique de Rimouski, la Ligue a aussi procédé à une 3e expansion en autant d'années avec l'arrivée des Alpines de Moncton. Ces derniers ont confié les rênes de l'équipe à Lucien de Blois et ils ont fait de l'attaquant Pierre Dagenet leur tout premier choix au repêchage. Parlant de repêchage, les espoirs du circuit Courtois ont fait parler d'eux à Edmonton le 8 juillet dernier. En tout, 35 joueurs furent réclamés, le plus haut total depuis la QV de 1977. Ce sont à nouveau les gardiens de but qui ont volé la vedette, alors que pour la première fois, un circuit amateur voyait 3 gardiens être repêchés dans la seule première ronde. La saison 95-96 s'est amorcée en trombe avec la domination des Prédateurs de Granby qui ont signé la victoire à leurs 9 premiers matchs. L'équipe dirigée par Michel Terrien est bien installée au premier rang du classement général depuis les tout premiers jours de la saison. Sur le plan individuel, le petit joueur de centre Daniel Brière des Voltigeurs de Drummondville est le nom qui revient sur toutes les lèvres. S'il maintient son rythme actuel, Brière dépassera le cap des 175 points et forcera la main à une formation professionnelle de le repêcher tôt, malgré ses 5 pieds 9 pouces. Le point négatif de ce début de saison se veut le congédiement de 4 entraîneurs-chefs. Le coup le plus dur est venu du côté de Sherbrooke, alors que 10 jours après qu'il ait signé sa 300e victoire en carrière, Guy Chouinard était remercié par les Faucons. Jean-Pierre Comtois et Carl Pépin à Saint-Hyacinthe, Jean Hamel à Victoriaville et Alain Rajotte à Laval ont aussi écopé. Mentionnons enfin la situation inquiétante dans laquelle se retrouvent les Alpines de Moncton. Au cap de la mi-saison, ils accusaient déjà un déficit de 368 000 $. On parle de plus en plus de déménagement pour l'an prochain, possiblement vers Bathurst. Sur la scène internationale, Équipe Canada Junior a remporté une 3e médaille d'or consécutive lors du tournoi annuel qui a pris fin en janvier 1995 dans l'Ouest canadien. Éric Dalzé des Harpans de Beauport a été la véritable bougie d'allumage de l'équipe de Don Hay avec 8 buts en 7 matchs. Le Canada devenait le premier pays à conserver un dossier immaculé de 7 victoires en autant de rencontres. Sur la scène nationale, les Blazers de Kamloops ont mérité une 3e Coupe Memorial en 4 ans, défaisant en grande finale les Red Wings Juniors de Détroit. Pour ce qui est des représentants québécois, les Olympiques de Hull, ils ont poursuivi le long calvaire qui perdure depuis 1971 en revenant bredouille après 3 défaites en autant de matchs.
a qu'à RDS où l'on puisse sentir toute la magie entourant le patinage artistique. Parce qu'à RDS, on ne vous présente que des compétitions relevées avec des athlètes accomplis. Un spectacle haut en couleurs, imbibé d'une sensualité qui vous touchera à coup sûr. Voyez les meilleurs au monde lors de la compétition La Ligue Trophée d'Or le soir de Noël à 20h30. À chaque semaine, partez à la découverte de l'inconnu tout en vous laissant éblouir par le plus beau fond marin de la planète. Soyez curieux et apprenez tout sur le merveilleux sport qu'est la plongée sous-marine. Ne soyez pas effrayés. En compagnie de nos experts, vous serez à l'aise comme un poisson dans l'eau. Suivez l'équipe de Carnet de plongée dans les eaux chaudes de l'île de Saint-Vincent, mercredi, 22h30. Les crises cardiaques surviennent n'importe où. Quand je me suis effondré, j'étais en train de prononcer un discours. La chance était avec nous. Les gens connaissaient la RCR. Qui aurait cru qu'un an plus tard, je jouerais encore au tennis avec mes petits-enfants? Le pouvoir est entre vos mains. La RCR sauve des vies. Tout le monde peut la prendre. Appelez la Fondation ACT. L'expo est vide. C'est normal, on est au mois de décembre. Mais la saison 95 n'a pas été aussi flamboyante que la saison 94 pour les hommes de Philippe Alou. Le départ de certaines vedettes, un camp d'entraînement écourté avec des joueurs de remplacement et quelques blessures n'ont pas ramené le fun dans le stade. Mais on a quand même hâte de revoir nos expos, nos amours. La saison 95 des expos s'est jouée en 48 heures au début avril. Faisant face à un ultimatum de la direction de réduire la masse salariale afin d'assurer la survie de la franchise, le directeur gérant Kevin Malone a échangé 3 joueurs tout étoiles avant le début du camp d'entraînement. Dans un premier temps, il a cédé le releveur numéro 1 de l'équipe, John Wetland, aux Yankees de New York, en retour du jeune voltigeur Fernando Seguinol et d'un montant d'argent. Quelques heures plus tard, Ken Hill passait à Saint-Louis pour 3 joueurs, dont le releveur Brian Eversgerd. Le lendemain, c'était au tour du voltigeur de centre Marquise Grissom de se voir montrer la porte de sortie alors qu'il était échangé aux Braves d'Atlanta en retour des voltigeurs Roberto Kelly, Tony Tarasco et d'un lanceur des ligues mineures. De son côté, Larry Walker quittait les Expos après 6 saisons pour les Rockies du Colorado comme joueur autonome. Malgré la perte de ces 4 joueurs, les Expos sont compétitifs en début de saison, alors que Jeff Fassero remporte 6 victoires en 7 départs et à la fin du mois de mai, les Expos ne sont qu'à 5 matchs du premier rang. Le 3 juin, à San Diego, Pedro Martinez devient seulement le 2e lanceur de l'histoire du baseball majeur à lancer un match parfait jusqu'en prolongation. Pedro retire les 27 premiers frappeurs des Padres, dont 8 sur 3 prises. En fin de 10e, menant 1-0, Martinez perd son match parfait, alors que le premier frappeur des Padres, Bip Roberts, claque un double au champ droit. Néanmoins, toute une performance de Pedro qui remporte la victoire. Une semaine plus tard, c'est au tour de Rondell White d'inscrire une page d'histoire. Face aux Giants à San Francisco, il devient le 4e joueur des Expos à réussir un carrousel et le premier à obtenir 6 coups sûrs lors d'un même match. Les partisans des Expos ont également découvert un nouveau roi du stade en 95. Son nom, Carlos Perez. La recrue est devenue l'un des joueurs les plus flamboyants à endosser l'uniforme des Expos et il a remporté ses 8 premiers départs au stade olympique. Mais la saison de rêve de Perez s'est bien mal terminée alors qu'il fut incarcéré pendant 2 jours à Atlanta à la fin de la saison sous des accusations de viol et sodomie. À défaut de dominer l'adversaire comme en 94, les Expos ont démontré beaucoup d'agressivité, surtout le voltigeur Tony Tarasco. À 4 reprises, Tarasco a été impliqué dans une collision au marbre et 2 fois, il a forcé le receveur à quitter le match. Le joueur de l'année chez les Expos a été le premier but, David Segui. Acquis des Mets de New York au début juin, Segui a terminé au 7e rang de la Ligue nationale pour la moyenne au bâton alors qu'il a frappé pour 309. Il a connu une séquence de 18 parties avec au moins un coup sûr, un sommet en carrière et la 5e plus longue de la saison dans la nationale. Segui a permis aux Expos de demeurer dans la course au meilleur 2e jusqu'à la mi-août, alors qu'ils ont perdu les services de Moises Alou et Butch Henry au cours du même match à New York. En fin de saison, le releveur Greg Harris est devenu le premier lanceur ambidextre des temps modernes. Après avoir retiré Reggie Sanders des Reds comme droitier, il a changé son gant de main pour affronter le frappeur gaucher Al Morris.
Les Expos ont complété la saison avec un dossier de 66 victoires et 78 défaites au dernier rang de la division Est. Après la saison, le directeur gérant Kevin Malone a démissionné de son poste, prétextant que la direction ne faisait pas les efforts nécessaires pour gagner. Quelques semaines plus tard, les Expos embauchaient Jim Beattie pour succéder à Malone. La première manifestation des retrouvailles entre le baseball et ses partisans s'est déroulée en septembre avec la semaine Cal Ripken. Le joueur d'arrêt-court des Orioles a brisé la marque de matchs consécutifs de Lou Gehrig et il l'a fait avec style, claquant 2 circuits le jour où il égalait le record et un autre le lendemain pour sceller la marque. Le reste de la saison appartient à Greg Maddux des Braves d'Atlanta. Gagnant du trophée Cy Young pour une 4e année consécutive, il a également mené son équipe à la conquête d'une première série mondiale après 3 championnats de section consécutifs. On a cependant laissé le titre de joueur par excellence à Barry Larkin, un choix controversé. Dans la Ligue américaine, les Indiens de Cleveland ont dominé effrontément en remportant 10 victoires de plus que toute autre équipe des majeurs. Albert Bell a connu la meilleure performance offensive du baseball avec 50 circuits, 51 doubles, 126 points produits et 117 points comptés, tout en conservant une moyenne de 317. Mais comme Albert n'est pas gentil avec les journalistes, ces derniers ont préféré donner le titre de joueur par excellence à Mo Vaughn, qui avait des statistiques légèrement inférieures, mais qui est tellement plus sympathique. Encore cette année, les dirigeants de l'Impact n'ont rien ménagé pour former une équipe championne et ils ont connu beaucoup de succès. Si au début de la saison, le public s'est fait tirer l'oreille, la fin de saison donnait de très bonnes foules au centre Claude Robillard. Martin Côté les a suivis toute la saison. Après avoir conquis le championnat du circuit l'an dernier, l'Impact était attendu de pied ferme. Heureusement, l'édition 1995, menée par le nouveau capitaine Nick DeSantis, s'annonçait aussi compétitive. Notre attaque est très flexible. On peut compter sur des lancers de loin ou on peut compter de très près. Alors, on a une meilleure finition que l'an dernier. À l'offensive, l'Impact a fait une acquisition de taille en Paulinho, le champion compteur du circuit des 2 dernières années. Malgré des blessures qui l'ont forcé à ne jouer que 14 parties, le Brésilien a inscrit 6 buts et 3 passes. Le vétéran Lloyd Barker a bien mérité son titre de joueur de l'année. Dans les 14 dernières rencontres, il a marqué 10 buts, soit 2 de plus que le record de l'an dernier de Gene Harper. De son côté, Paul Doherty, le spécialiste des pénaltys, est devenu le meilleur pointeur de l'histoire de l'équipe avec un total de 28 points, soit 10 buts et 8 passes. Pas surprenant que le 11 montréalais ait fracassé son record pour le plus grand nombre de buts, avec 47, contre seulement 27 la saison précédente. L'ajout du défenseur Steve Tritchue a ajouté de la stabilité à la défense, un excellent complément aux vétérans Patrick Diot et Rudy Doliska. En 24 matchs, l'Impact n'a accordé que 27 buts, soit une moyenne ridicule de 1,125 par rencontre. Le gardien Paolo Ceccarelli a enfilé 8 jeux blancs, un record d'équipe. Une saison enivrante qui a connu son dénouement au dernier match contre les Centaurs à New York. Grâce à une victoire de 3-2, l'Impact a savouré pour la première fois de son histoire le championnat de la saison régulière de la Ligue A. Malheureusement, le rêve a tourné au cauchemar durant les séries. En demi-finale, l'Impact s'est frotté aux spécialistes de l'anti-jeu et de la fusillade, le Rockets d'Atlanta. Et dans le 3e et ultime match, le pire est arrivé. L'Impact a été éliminé en fusillade. Un verdict dur à accepter. It was terrible for us, and it's tough to see. No, it's very sad about it. Une équipe comme Atlanta a marqué un but dans 3 matchs, puis ils n'ont pas gagné un match au temps régulier, puis ils sont en finale. Ça, je comprends rien. Ironiquement, le Rockets a goûté à la même médecine face aux Sounders de Seattle, qui ont été sacrés champions. Des champions qui n'ont qu'à bien se tenir, puisque l'Impact a promis de revenir en force en 1996. On va parler maintenant football. Oh, je sais, il y a de l'excellent football amateur au Québec. Mais quand on parle de football professionnel, malheureusement, il faut se déplacer à l'extérieur de la province. Alors, suivez-nous, on va parler des champions Super Bowl, on va parler également de Coupe Grey. On va écouter Daniel Melançon. Venez avec nous. La 29e édition du Super Bowl a été remportée le 29 janvier dernier à Miami par les 49ers de San Francisco qui ont défait les Chargers de San Diego au compte de 49-26. Au cours de ce match, Steve Young a complété 6 passes de toucher pour établir un record de la classique. Young a évidemment reçu le titre de joueur par excellence et San Francisco est devenu du même coup la première formation de l'histoire de la NFL à remporter 5 fois le précieux trophée. Le football canadien aura quant à lui couronné pour la première fois de ses 83 ans d'histoire des champions américains. Dans un match disputé à Regina le 19 novembre,
les Stallions de Baltimore ont remporté la Coupe Grey en disposant des Stampeders de Calgary par la marque de 37-20. Qui remet au point d'appui, Bennett qui tire le but! Ouais! Sorti à 2 contre 1, le but! Oh! Quel exécution! Allez, mais Murray s'en va seul au but, se rejoint le tir de but! Le Canada sera-t-il capable de remporter un 4e titre d'affilée? Canada-Suisse, mercredi 19h30. Soyez prêts pour un autre spécial box, jeudi 21h30. Comme mère, c'est très difficile de vivre une telle situation. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire qu'il allait mourir. Il était atteint et il allait mourir. Pour garder le moral, je demeure actif. Je ne veux pas laisser ça contrôler ma vie. J'arrive pas à me souvenir de notre vie d'avant le sida, comme si ça n'avait jamais existé. On prend ça une journée à la fois. La recherche sur le sida, c'est très important. Sans recherche, rien ne peut être fait. Les gens doivent comprendre que le virus du sida est quelque chose qui touche tout le monde. Nous voulons vous traiter tôt pour vous donner une opportunité de vaincre ce virus et pour avoir une qualité de la vie beaucoup améliorée et une chance pour la vie à long terme. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Ici Maureen Forrester, donnant généreusement à la recherche sur le sida. Composez 1-800-563-CURE. Contribuez dès maintenant pour un avenir meilleur. Après avoir perdu les Nordiques, la Ville de Québec espérait accueillir les Jeux olympiques de l'an 2002. On était au mois de juin, le 16, devant le Théâtre Capitole, la Porte Saint-Jean. On espérait. Le choc a été brutal. Daniel Aucoin était à Budapest. Le rêve de présenter des Jeux olympiques à Québec n'est pas né d'hier. Alors que des athlètes de 17 pays s'affrontent aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972, un groupe de bénévoles crée Sports internationaux de Québec, un organisme engagé dans le développement d'athlètes et l'organisation d'événements sportifs internationaux. De fil en aiguille, on se prépare à présenter une candidature et lorsqu'en 1992, le CIO demande de la sobriété plutôt que des dépenses folles de la part des villes candidates, Québec saute sur l'occasion pour se lancer dans l'aventure. Le 5 décembre 1992 à Toronto, les membres de l'Association olympique canadienne doivent choisir entre Calgary et Québec pour représenter le pays dans la course internationale. Québec obtient sa première victoire. Au cours de l'hiver 1993-94, la Société des Jeux de 2002 est présente partout où il y a des compétitions internationales, incluant les Jeux de Lillehammer. On veut faire connaître la ville et ses traditions. Le 18 août 1994, la jeune patineuse André Rioux et Gaëtan Boucher se rendent au siège social du CIO à Lausanne pour remettre officiellement le cahier de candidature de la ville de Québec. Les 14, 15 et 16 décembre 1994, Québec et 8 autres villes présentent leur charme aux membres du CIO qui participent à la réunion des comités nationaux olympiques à Atlanta. Le 24 janvier dernier, à Lausanne, un collège électoral du CIO dévoile le nom des 4 villes finalistes pour l'obtention des Jeux de 2002 et Québec est du groupe. À partir de ce moment, la Société des Jeux de 2002 reçoit 75% des membres votants du CIO qui sont tous polis et satisfaits de leur visite. Le 16 juin, la place Diouville est inondée d'optimisme, mais l'annonce du président du CIO, Juan Antonio Samaranch, fait mal. For the International Olympic Committee has decided to award the organization of the 19th Olympic Winter Games in 2002 to the city of Salt Lake City. L'aventure aura coûté environ 12 millions de dollars aux Québécois. Mais selon les chiffres de l'organisation, la Ville de Québec a profité d'environ 10 millions de dollars en retombées économiques, en plus d'une campagne de publicité d'une valeur inestimable.
Le 15 septembre, la Société des Jeux de 2002 fermait ses livres avec $1,5 million en banque et recommandait à la Ville de Québec de se relancer dans l'aventure pour 2006 et ou 2010 par l'entremise de Sports internationaux de Québec. Même si on a mis la clé dans la porte de Québec 2002, le rêve olympique demeure. Quand on fait du sport amateur, on s'entraîne très souvent en solitaire. Sauf qu'en 1995, les représentants du Québec ont connu beaucoup de succès. On pense à Bruni Surin, Nicolas Gill, Jean-Marc Chouinard, Frédéric Blackburn, Sylvain Bouchard, Myriam Bédard et les autres. Le public a suivi avec intérêt leur prouesse au niveau international. Notre meilleur athlète olympique en 1995 a sans contredit été le sprinter Bruni Surin. Le 10 mars à Barcelone, Surin conserve son titre mondial du 60 mètres en salle, avec un temps de 6,46, la meilleure performance mondiale de l'année. Le 15 juillet, au Centre Claude Robillard de Montréal, il brise la barrière des 10 secondes avec vent légal. Il remporte la médaille d'argent des championnats canadiens avec son meilleur temps à vie, 9,97. Le 6 août à Göteborg en Suède, répétition du championnat canadien, alors que Donovan Bailey remporte l'or des championnats du monde devant Surin. Pour la première fois de sa carrière, Surin monte sur le podium des championnats du monde. Le dimanche suivant, autre première, alors que le quatuor canadien formé de Robert Esme, Glenroy Gilbert, Surin et Bailey gagnent le relais 4 fois 100 mètres en 38 secondes 31 centièmes. Les Canadiens rêvent déjà aux Jeux d'Atlanta. D'autres athlètes d'été se sont aussi signalés, les kayakistes Caroline Brunet et Marie-Josée Gibault, le judoka Nicolas Gill, l'épéiste Jean-Marc Chouinard et les plongeuses Anne Montmigny et Annie Pelletier. Côté sport d'hiver, le champion olympique Jean-Luc Brassard a terminé la saison 95 au 3e rang du classement cumulatif de la Coupe du Monde. Blessée en début de saison, la jeune Mélanie Turgeon a fait des débuts plutôt silencieux sur le circuit de la Coupe du Monde de ski alpin, mais elle a prouvé qu'elle faisait partie de la famille, terminant la saison en beauté avec 2 médailles d'or au championnat canadien. Patinage de vitesse sur courte piste, le Canada continue d'être le pays à battre. Marc Gagnon et Frédéric Blackburn ont terminé 2e et 3e au cumulatif des championnats du monde et se sont payés le luxe d'un record du monde au défi international de Montréal. Quand on veut pratiquer le golf au Québec l'hiver, il faut aller dans le sud ou peut-être venir dans un centre de golf comme le centre UFO. La majorité des golfeurs vont penser déjà à leur ronde record de l'été prochain. Mais j'ai l'impression qu'on devrait plutôt se concentrer à pratiquer et à tenter d'imiter les Tremblay, les Giroirs, les Tivierges et les Beauchemins. Au golf, l'événement de l'année au Québec a sans contredit été la classique du Maurier qui a réuni au club de golf Beaconsfield à Pointe-Claire les meilleures joueuses de la LPGA pour la présentation de l'Omnium canadien. C'est la Péruvienne Jenny Lidbach qui a remporté les honneurs de la classique. Elle a du même coup savouré une première victoire en carrière. La Québécoise Marie-Josée Rouleau a déçu en ne franchissant pas la coupure donnant accès aux 2 dernières rondes. Surprise toutefois alors que Marianne Lapointe est devenue la première joueuse amateur depuis 1987 à se qualifier. Elle a terminé à +5 au 33e rang. La GPQ a connu quant à elle une saison fructueuse. C'est Kevin Sénécal de Cedarbrook qui a reçu le titre de joueur de l'année. Même s'il n'a pas remporté un seul tournoi, le golfeur de 24 ans a conservé la meilleure moyenne lors de 9 des 11 tournois auxquels il a participé. Il a terminé parmi les 3 premiers à 5 reprises. 2e au championnat des points derrière Yvan Beauchemin, Marc Giroir a tenté de se qualifier pour la PGA européenne lors des dernières semaines. Il a toutefois raté la coupure par 3 coups. Quant à Stéphane Talbot et Rémi Bouchard, ils ont tous les deux opté pour l'Amérique du Sud à l'issue de la belle saison québécoise. Avec une 2e place à l'Omnium du Paraguay, Talbot a mérité la plus importante bourse de sa carrière, soit un peu plus de 11 000 $ américains. Enfin, bonne nouvelle pour les amateurs de golf québécois. La PGA sera de retour dans la région de Montréal lors des 2 prochaines années. Le 29 et 30 juin prochain, le club de golf Summerlee à Dorion accueillera le Skins Game. Et dès l'été 1997, l'Omnium canadien effectuera un retour en sol québécois. Après 17 ans d'absence, le prestigieux club Royal Montréal recevra les meilleurs golfeurs au monde. On est au coin de Beaubien et Pineuf. Vous vous souvenez du centre Paul Sauvé, la mecque de la boxe? C'est malheureusement toujours un terrain vacant. Et en 1995, on a tenté encore une fois de relancer la boxe locale. Sur le plan international, il y a eu des scandales et des champions déchus. Une saison normale, quoi. Daniel Melançon a suivi les Ouellet, Lucas, Grant, Hilton et compagnie.
Pour la première fois depuis plusieurs années, la boxe québécoise nous a donné d'excellents combats à saveur locale. Le tout a débuté le 24 février à Jonquière, où Alain Bonamy affrontait le favori Stéphane Ouellette. Bonamy, bien que toujours déterminé, a fait long feu face à Ouellette. Toujours aussi rapide dans l'exécution de ses coups, Ouellette n'a fait qu'une bouchée de son rival en le défaisant par KO au 5e round. 10 mois plus tard, alors qu'il était remis de ses blessures, Alain Bonamy avait rendez-vous pour la deuxième fois de sa carrière avec un membre de la famille Hilton. Alex était cette fois son adversaire dans un combat des plus émotifs. Malheureusement pour Bonamy, il n'a pu s'imposer comme il l'avait fait contre Dave Hilton. Se portant beaucoup plus en attaque, Alex Hilton l'a emporté par décision partagée en 10 rondes. Après le combat, Bonamy annonçait sa retraite de la boxe. Cette victoire donc permettra probablement à Alex Hilton de mériter un affrontement avec Stéphane Ouellette au début de l'année 96. Si Yvan Michel puis son gang là, j'ai fait une offre moi pour mon pays, c'est 5 000 $, qui viennent me faire le contrat quand on signe ça demain. Même le contrat, ouais, let's go. Il y a Stéphane Ouellette, même lui, ici. C'est Alex Hilton à 160, puis moi personnellement, je suis prêt à monter à 160, m'affronter avec eux, ce sera pas bien. Mais ça va être pour les prochains, peut-être dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, mec Altami soit là. J'ai des gros défis au Québec, puis il y en a encore à accomplir. Bien que peu actif en 1995, le Montréalais Otis Grant a quant à lui paraffé un important contrat avec le promoteur américain Art Pellulo. Cette entente assurera à Grant une meilleure visibilité chez nos voisins du Sud. Il empochera du même coup plus d'argent qu'ici. En 2 combats cette année, Grant a notamment mérité une victoire pour le titre des poids moyens de la NABF contre Derrick James au mois d'octobre. Éric Lucas a été le plus actif de nos pugilistes québécois. En 4 combats, Lucas en a profité pour mettre la main sur la ceinture des super moyens de la Conférence continentale des Amériques, en triomphant difficilement de Charles Oliver en 12 rounds. Enfin, une seule ombre au tableau pour Lucas. Le 1er août dernier, dans un combat face à Bryant Brannon au Blue Horizon de Philadelphie, Lucas encaissait un premier revers en carrière chez les professionnels. Une défaite par décision unanime au terme des 12 rounds. Vous croyez peut-être au nouveau forum, mais pas du tout. On est au Parc Jarry. Oh oui, ça a changé. Le Parc Jarry qui a vu les premières années des expos. Et depuis ce temps-là, c'est le tennis qui est roi et maître. Ben, du moins pour 10 jours de l'année. Ben, à compter de l'an prochain, les meilleures raquettes auront un stade digne de leur exploit. Écoutons Hélène Pelletier nous parler des champions 95. Sébastien Larreau a peut-être chuté au classement mondial avec une 138e place en simple et la 55e en double, mais peu importe, il a tout de même vécu des moments très enrichissants en disputant des rencontres contre les grandes vedettes du circuit comme André Agassi, Jim Courier et Goran Ivanisevic. Il n'a pas remporté la victoire contre eux, mais une chose est certaine, son calibre de jeu s'est grandement amélioré. Il faut dire que Sébastien a été accablé plus souvent qu'à son tour par des blessures et des maladies, ce qui n'aide évidemment pas la confiance. Malgré tout, Larreau est allé chercher 3 titres en double et plus de 200 000 $ américains en bourse pour une 2e année de suite. Parlons maintenant de l'affaire Greg Rusedski qui a enfin connu son dénouement en début d'été. Le grand garçon de Pointe-Claire a décidé d'aller s'installer de façon permanente à Londres et de représenter l'Angleterre en Coupe Davis. Des performances hors de l'ordinaire à Wimbledon lui ont quelque peu fait perdre la tête. Un geste que les Québécois n'ont pas digéré. D'ailleurs, ils ne se sont pas gênés pour le huer à plein poumon durant les internationaux du Maurier au stade du Parc Jarry. Parlons-en justement de ce vétuste édifice. Salut mon vieux, tu as été bon pour nous, mais il est temps que tu laisses ta place à un plus jeune. Merci pour les beaux souvenirs. L'action n'a pas manqué sur la scène internationale. Le retour de Monica Seles après 25 mois d'inactivité peut être considéré comme le haut fait d'armes de cette année 95. Un retour fracassant avec une victoire à Toronto et une finale au US Open. Une tendinite au genou l'a placée sur les lignes de côté depuis, mais pariez qu'elle sera d'attaque en janvier. Steffi Graf a aussi vécu une année remplie d'émotions. Le 2 août, son père se retrouve en prison pour fraude. Malgré cela, Steffi remporte 3 titres du Grand Chelem et termine l'année numéro 1 mondiale pour une 7e fois en carrière. Chez les hommes aussi, nous avons eu droit à beaucoup de beaux moments. André Agassi a enfin joué à la hauteur de son talent. 4 titres de suite dans la canicule pour un total de 7, 3 victoires contre 2 face à Pete Sampras et 29 semaines au sommet du classement.
Pour Sweet Pete, l'année avait plutôt mal commencé aux internationaux d'Australie. Il apprend que son entraîneur et ami Tim Gullickson souffre d'un cancer du cerveau. Malgré ce fardeau, il devance Agassi au classement de fin d'année et pour cause, avec un 3e Wimbledon consécutif et un 3e titre à Flushing Meadows. Une mention également pour la 31e conquête de la Coupe Davis des États-Unis à Moscou. Graf et Sampras, 2 premiers de classe qui ont su présenter des performances phénoménales dans les moments clés et ce malgré des problèmes hors terrain importants. Bravo. Sport 30 Mag, le bulletin de nouvelles sportives numéro 1 au Québec, recule l'heure. Dès le 8 janvier, Sport 30 Mag, édition de fin de soirée, déménage à 22h30. Sport 30 Mag, les nouvelles en premier. Elvis Stoïko, toujours prêt à exceller, saute sur l'occasion de savourer le délicieux punch congelé McCain. Pour vous désaltérer en tout temps, goûtez au punch au raisin, au punch à l'orange et au punch aux fruits McCain. Ils sont faits avec de vrais jus de fruits, ils goûtent donc vraiment les fruits, ce qui fait de McCain le punch des champions comme Elvis Stoïko. Alors, sautez sur l'occasion et goûtez au vrai goût de fruits des punch congelés McCain. Avec McCain, on saute sur le goût. Au défi sportif, le goalball est un sport unique. Les athlètes handicapés visuels développent des sens inouïs pour arrêter le ballon sonore. Hey, le défi sportif, ça c'est du sport. Les plus de 40 ans se souviendront des Huskies d'Yvan Coutu. Cette équipe de basketball jouait ses matchs ici même au gymnase du Collège Notre-Dame. Il y avait un joueur de centre du nom de Washington qui mesurait plus de 7 pieds. Ben, c'est peut-être ce que Montréal a vécu de plus près du basketball professionnel. Mais au Canada, en 95, on a fait des pas de géants. L'arrivée des Raptors, l'arrivée des Grizzlies. On écoute Marc Prévost qui nous parle des champions 1995. L'événement de la saison 94-95 à la NBA est certainement le retour du joueur le plus excitant de l'histoire du basketball, Michael Jordan. Jordan avait quitté les Bulls 2 ans auparavant pour entreprendre une carrière au baseball. Grâce à son retour, les matchs des Bulls redeviennent un des spectacles les plus recherchés dans la NBA. La saison 95-96 est aussi marquée par l'arrivée des 2 équipes canadiennes, les Raptors de Toronto et les Grizzlies de Vancouver. Les 2 équipes ont d'ailleurs impressionné en remportant leur premier match, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire de la NBA. Mais leur venue va surtout permettre aux mordus du basketball au Canada de voir les O'Neal, Barkley, Olajuwon et Jordan en personne. La vedette par excellence de la saison 95, c'est Jacques Villeneuve. Il a dominé le circuit Indy. Il a créé un engouement qui nous rappelle les prouesses de son père. Puisqu'on est près du casino, pourquoi ne pas parier sur ses chances en Formule 1 la saison prochaine? Sylvain Pedneau nous résume la saison exceptionnelle de l'enfant chéri du Québec. C'est en tant que recrue de l'année 94 et avec son nouveau statut de célébrité que Jacques Villeneuve-Fils débute la saison IndyCar 95. Au volant d'une voiture Reinhardt complètement redessinée et affichant le mythique numéro 27 de son père, Jacques Villeneuve remporte le premier Grand Prix de la saison dans les rues de Miami. Après l'euphorie de Miami, Jacques Villeneuve connaît une première déception à la mi-mars en Australie. Il abandonne à la mi-course, ennuyé par des problèmes de transmission. Villeneuve revient dans le peloton de tête et c'est en 2e ligne qu'il prend le départ sur l'ovale de Phoenix au début avril. Aux prises avec des problèmes de sous-virage, Villeneuve parvient à terminer en 5e position. Sous le soleil de la Californie, Jacques Villeneuve ne fait pas long feu à Long Beach, victime d'un bris d'essieu. Il revient sur le podium lors de la 5e manche de la saison à Nazareth. Au terme d'une de ses belles courses sur circuit ovale, il talonne Emerson Fittipaldi jusqu'au fil d'arrivée et termine 2e. C'est à Indianapolis, à la fin du mois de mai, que le destin de Jacques Villeneuve commence à se dessiner. Rien n'est cependant facile. Villeneuve frappe le muret pendant les qualifications. Il s'en sort indemne et arrache la 5e place sur la grille. Jacques Villeneuve entre dans l'histoire du sport automobile en devenant le plus jeune pilote à remporter les 500 000 d'Indianapolis. Les médias se l'arrachent. Il participe aux plus grandes émissions sur les réseaux américains et plusieurs écuries de Formule 1 commencent à le prendre très au sérieux. C'est donc avec une attention sans précédent que Jacques Villeneuve se présente sur l'ovale de Milwaukee. Après la gloire d'Indianapolis, Team Green redescend sur terre. Villeneuve part 11e, mais il amasse de précieux points en terminant 6e. Après une 9e position à Détroit, Villeneuve franchit une étape importante à Portland alors qu'il décroche sa première pole position en IndyCar, mais il sera victime d'un bris de suspension.
Un an après avoir inscrit la première victoire de sa carrière à Elkhart Lake, le jeune Villeneuve récidive. Il fracasse le record de piste et décroche ainsi une deuxième pole de suite. À Elkhart Lake, Jacques Villeneuve montre une facette de son côté casse-cou et au terme d'une bataille acharnée, il inscrit sa deuxième victoire de la saison. Villeneuve collectionne les pole positions à un rythme impressionnant. Il en inscrit une troisième de suite à Toronto et égale une marque établie par Bobby Rahal en 92. Il terminera troisième devant ses partisans. À Cleveland, Jacques Villeneuve dispute une des courses les plus excitantes de la saison 95. Il tient tête à Robbie Gordon pendant de longues minutes et parvient ensuite à arracher une victoire inespérée en fin de course et dans le dernier tour de piste. Après une 10e position au Michigan et des essais impressionnants chez Williams-Renault, Jacques Villeneuve fracasse le record de piste et décroche la pole à Mid-Ohio. En course, il s'accroche avec son rival Bobby Rahal et termine l'épreuve au 3e rang. En plus de ses qualités d'ajusteur, Jacques Villeneuve sait profiter des erreurs de ses rivaux et c'est exactement ce qui se passe à Loudon. Parti 15e, il remontera pour finir en 4e place. Alors que tous parlent de l'appel logé par Alonso Jr., les partisans de Vancouver sont comblés car Jacques Villeneuve part en pole. À seulement 6 points du championnat, Villeneuve devra attendre. Il perd 2 de ses vitesses au 75e tour et termine en 12e place. Le suspense dure donc jusqu'à la dernière manche à Laguna Seca. Pour la 6e fois cette saison, Jacques Villeneuve part de la pole. 2 crevaisons et un problème d'aileron ne freinent pas l'élan de Villeneuve, qui termine 11e pour ainsi remporter le championnat IndyCar 1995. L'histoire de Jacques Villeneuve est quand même ahurissante. Depuis sa dernière saison en Formule Atlantique, il y a 2 ans, il a reçu le titre de recrue de l'année en IndyCar, il a remporté les 500 000 d'Indianapolis, le championnat IndyCar, et le voilà maintenant parti en F1 chez Williams-Renault à l'âge de 24 ans. En plein le genre d'histoire qui fait naître une légende. En 1995, la Formule 1 a vécu une profonde transformation et l'abandon des systèmes d'assistance électronique a fait place au talent pur. Les nouvelles réglementations n'ont pas empêché Michael Schumacher de mettre le championnat dans sa poche en s'adjugeant 9 victoires pour ainsi devenir à 26 ans le plus jeune pilote à remporter 2 championnats de suite. Le brio de Schumacher et ses brillantes victoires ont plus souvent qu'autrement été relégués dans l'ombre de l'interminable guérilla entre lui et Damon Hill. Les deux se sont fait un malin plaisir à s'insulter par l'entremise des médias. Ils ont aussi croisé le fer en piste, ce qui faillit quelquefois tourner à la catastrophe. Damon Hill a lui aussi connu sa part de succès, mais il a terni son image en commettant plusieurs gaffes en course. Plusieurs pilotes ont aussi inscrit leur première victoire en 1995. La plus émouvante et la plus célébrée a certainement été celle de Jean Alesi au Grand Prix du Canada. Un énorme soulagement pour l'écurie Ferrari qui a traversé une autre année de déboire, tout comme McLaren qui a frôlé la tragédie en Australie avec Mika Häkkinen, maintenant considéré comme un des miraculés de la Formule 1. L'année 1995 aura plus que tout été celle de Michael Schumacher et une année triomphale pour le motoriste Renault qui a arraché les 4 premières places au championnat du monde et le championnat des constructeurs avec l'écurie Benetton. J'espère que ce résumé vous a plu. On a pensé terminer le tout devant l'Oratoire Saint-Joseph. Vous allez me dire pourquoi l'Oratoire Saint-Joseph? Écoutez, une petite prière, ça n'a jamais fait mal à personne. Et on va prier pour qu'en 96, il n'y en ait pas de conflit dans le sport. On va surtout souhaiter que les propriétaires, les joueurs et également les organisations vont penser un peu plus aux amateurs. On le sait, c'est une grosse business, mais on aimerait bien que le sport redevienne un divertissement, même si c'est une religion. Au nom de tout le personnel de Sport 30 Mag, on vous souhaite une très belle période des fêtes et surtout une année 96 remplie de bonheur. On a été très heureux de vous avoir avec nous en 95 et on se donne rendez-vous au début de 96. Bye bye tout le monde.